C'est Eh bon. bien, bonjour à tous. Mon nom est Étienne Lemarié. Je suis heureux de vous accueillir au titre du GRISOF pour cette conférence de la FEFOG, Fédération francophone d'obstétrique et de gynécologie, présidée par le professeur Béchir Zouaï. Aujourd'hui, notre webinaire est consacré au dépistage et à la prévention du cancer du col de l'utérus. Et Mhm. Béchir, je te passe la parole, si tu veux bien. Merci Étienne. Je vais demander à Céline de se présenter et par la suite, je vais contacter entre-temps notre ami Guy pour qu'il partage sa présentation. À toi la parole, Céline. Oui, bonjour tout le monde. Je remplace Dr. Francaire qui m'a demandé qui est la présidente de la CEO de la SOGC, la Société canadienne d'obstétriciens gynécologues du Canada. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous. J'ai fait ma carrière en colposcopie, en maladie cervico-vaginale. J'ai été professeur à l'Université Laval. Je me suis retirée de l'université et maintenant, je continue à mon bureau et je participe à beaucoup de projets de recherche. J'ai été co-auteur de nombreux papiers sur la vaccination prophylactique, donc sur le développement des vaccins. Et puis, je continue mon enseignement et participer au Canada sur les guides de pratique canadiens et québécois sur le dépistage cancer du col parce on va passer au dépistage en primaire, au BPH très bientôt à travers tout le Canada. Merci. Merci, Céline. Donc, je vous prie de bien vouloir mettre en muet votre micro pour celui qui ne parle pas et pour ne pas avoir de parasites. Guy, est-ce que tu es avec nous? Guy, Privat, Guy, Vous m'entendez? oui, Oui, je vous entends. S'il te plaît, il y a une flèche verte au milieu. Tu Je suis en train partages ton de... écran. Je l'ai Tu fait mets tout à l'heure et puis je comprends plus pourquoi ça ne veut plus. non, tu le mets partage en fonctionne. mode diaporama. Je reprends. Béchir, Oui. oui, est-ce qu'on pourrait, tu n'as pas fait une présentation des orateurs et de Oui, l'ensemble? il lance sa présentation Je, et on je va le suis en faire. train d'essayer de lancer ma présentation. Oui, on pourra en profiter. Euh, Entre-temps, diaporama. je vais présenter notre ami. Ah, je me suis mis en diaporama. Si vous m'entendez, vous me voyez? Oui, oui. Oui, Vous voyez la parfait. présentation? Pour moi, Oui, c'est parfait. oui, on voit la présentation. C'est bon. On a un plein écran. Elle est plein écran. Euh, Alors, donc, Guy, Guy oui, Privat, je vais vous dire un petit mot de vous, Guy, puisque d'accord. on est entre amis maintenant. Donc, Guy Privat, il est professeur. Deux secondes, j'ai aussi un petit problème, pas de souci. Donc, Guy, il est professeur à l'Université des sciences médicales de Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Il est praticien hospitalier et il est chef de service de gynécologie obstétrique et il est Mhm. secrétaire général adjoint de la Fédération francophone de gynécologie obstétrique. Donc, sans plus tarder, je te donne la parole. À toi la parole, Guy. D'accord. Merci. C'est moi qui fais passer les diapos, hein, ou bien c'est vous. Vous Oui, avez oui, la oui, main? oui, c'est toi. Non, 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 c'est toi D'accord. qui dois. Alors, merci, merci à tout le monde. Avant de commencer, donc, encore une fois, merci aux organisateurs de ce thème important sur le cancer du col de l'utérus. Et merci aussi pour l'honneur que vous me faites de me demander de présenter une thématique aussi importante qui est l'épidémiologie
et la problématique du cancer du col de l'utérus. Alors, il y a des bruits en dessous. Pourriez-vous Oui, éteindre Guy, le s'il micro, vous plaît, je prends la parole. S'il vous plaît, celui qui n'a pas la parole, sauf Guy, on doit mettre en muet nos micros. S'il vous plaît, il y a des micros ouverts. Le micro Mettez ouvert. en muet vos... Est-ce que vous ne pouvez pas couper son micro à sa place? Voilà, j'ai coupé le micro à celui qui fait du bruit. Allez-y, à toi la parole, Guy. Alors, notre intervention va insister surtout au niveau de l'épidémiologie et de la problématique sur les problèmes en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne. Hein, vous le savez que généralement, c'est à ce niveau qu'il y a de vrais problèmes dans la prise en charge, le dépistage du cancer du col de l'utérus. Alors, le cancer, comme vous le savez, véritable problème de santé publique dans les pays à revenus faibles. Ce cancer reste encore une cause élevée de décès en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne. C'est une maladie normalement qui est évitable, maladie qui est curable, mais malheureusement, les chiffres épidémiologiques montrent le contraire et cela pose d'énormes défis. Alors, pour ce cancer du col, de nombreuses stratégies d'élimination ont été mises en place par l'OMS. Et parmi ces stratégies d'élimination, nous avons la stratégie mondiale de l'OMS pour accélérer l'élimination du cancer du col de l'utérus, qui est définie par 3 étapes clés, notamment la vaccination, le dépistage et le traitement. Alors, s'agissant de l'épidémiologie, cette épidémiologie va être abordée sur deux plans, l'épidémiologie descriptive et l'épidémiologie analytique. Au niveau de l'épidémiologie descriptive, il faut retenir que l'incidence et la mortalité du cancer du col de l'utérus restent quelque chose d'élevé et le cancer du col de l'utérus reste le 4e cancer le plus répandu chez les femmes à l'échelle mondiale, avec 570 000 nouveaux cas estimés en 2018. Ce sont les chiffres de l'OMS 2020. Tous les pays sont touchés, mais l'incidence est plus élevée dans les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire. L'incidence selon l'âge vont de 75 pour 100 000 femmes dans les pays les plus à risque à moins de 10 pour 100 000 femmes dans les pays les moins à risque. Près de 90% des 311 000 décès dans le monde en 2018 sont survenus surtout dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. La proportion de femmes atteintes d'un cancer du col de l'utérus qui meurent de cette maladie est supérieure à 60% dans les nombreux pays à revenus faibles ou intermédiaires, alors qu'il y a à peu près de moitié seulement dans les pays à revenus élevés. Vous voyez ici cette diapositive. On voit donc l'incidence du cancer du col et la mortalité qui est très élevée dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Au niveau de l'épidémiologie, toujours, le cancer du col de l'utérus dans le monde, on note en 2022 près de 604 cas, 604 127 cas, soit 6,5%. Et parmi ces nouveaux cas, on note 341 831 décès. C'est un cancer de la femme jeune et c'est le cancer le plus fréquent. Ce cancer est le plus mortel alors qu'il y a toutes les stratégies qui permettent d'éviter la mort chez ces cancers. Je voulais partager avec vous quelques chiffres de la Côte d'Ivoire où en 2022, il s'agit également des chiffres de l'OMS. Lorsqu'on prend la population des femmes en 2022, elle est de 13 769 643. Et le cancer du col de l'utérus
est au deuxième rang après le cancer du sein. Ce cancer du col de l'utérus occupe une place importante, notamment le troisième rang, lorsque il s'agit de cancers tous sexes confondus. Après donc le cancer de la prostate, le cancer du sein, c'est le cancer du col de l'utérus qui vient en troisième position. Cette épidémiologie descriptive montre donc une inégalité entre pays développés et pays à revenus intermédiaires. Alors, en effet, au niveau de l'épidémiologie analytique, il faut signaler que l'infection, le cancer du col de l'utérus, a une longue histoire qui est connue de tout le monde. Et ce cancer du col de l'utérus part d'une infection qui est l'infection à human papillomavirus. Et ce cancer, cette infection va se transformer progressivement en lésion précancéreuse. Et au bout de 10 à 15 ans, on pourra donc avoir un cancer du col de l'utérus. On voit donc que durant cette longue période, nous avons tout le temps de faire le dépistage, de faire le traitement et d'éviter la mort de la patiente. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Dans ce cancer du col de l'utérus, le papillomavirus humain, qui est la cause principale donc du cancer du col, la cause retenue, ce sont des virus très communs qui peuvent infecter la peau et les muqueuses. Il existe plus de 150 types de papillomavirus, dont environ 40 peuvent infecter les organes génitaux des hommes et des femmes. Dans 90% des cas, l'infection est transitoire et s'élimine naturellement en 1 à 2 années après la contamination sexuelle. Dans 10% des cas, l'infection persiste et peut entraîner des anomalies, lésions au niveau de la muqueuse du col. On parle alors de lésions précancéreuses. Ces lésions peuvent évoluer vers un cancer, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, en 10, en 15 années. Les virus retenus, les types de human papilloma retenus, qui sont reconnus comme oncogènes le plus souvent, il s'agit du human papillomavirus 16 et le human papillomavirus 18, qui provoquent à eux seuls 70% des cas de cancer du col de l'utérus. Ces virus sont donc considérés comme des virus oncogènes. Pourquoi donc, malgré la longue histoire donnant la possibilité au diagnostic et au traitement, la mortalité liée au cancer du col de l'utérus reste encore élevée, surtout dans nos pays à revenus faibles. Ceci pose le deuxième problème, qui est le problème des problématiques dans la persistance de taux élevés de cancer du col et de mortalité élevée par cancer du col de l'utérus. J'aimerais commencer ces problématiques en rappelant le message du directeur de l'Organisation mondiale de la santé en 2020. Il disait, grâce à des interventions rentables reposant sur des preuves scientifiques, et notamment la vaccination des filles contre le papillomavirus humain, le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses, et un meilleur accès au diagnostic et au traitement des cancers invasifs, nous pouvons éliminer le cancer du col de l'utérus en tant que problème de santé publique et faire en sorte qu'il ne soit plus qu'une maladie du passé. Alors, à partir de donc, avril 2020, des objectifs définis par l'OMS ont été identifiés. Il s'agit d'atteindre d'ici 2030 tous les pays sur la voie de l'élimination du cancer du col de l'utérus. Et ces objectifs se réunissent en 3 grands points. 90% des filles sont entièrement vaccinées contre le human papillomavirus avant l'âge de 15 ans. Le deuxième objectif est que 70% des femmes sont dépistées à l'aide d'un test performant à l'âge de 35 ans et à nouveau à 45 ans. Et enfin, le troisième objectif est que 90% des femmes identifiées comme ayant une maladie de col de l'utérus vont recevoir un traitement de qualité, un traitement adéquat
permettant donc d'éviter le décès de la patiente. Pour atteindre ces objectifs, l'OMS a mis en place des stratégies, a proposé des stratégies en 6 points. Ces stratégies sont les suivantes. Le premier point, c'est un appui politique de la part des dirigeants locaux et internationaux. Le deuxième point, c'est une coopération coordonnée entre les partenaires multisectoriels. Le troisième point est un soutien attendu en faveur de l'accès équitable dans le cadre de la couverture maladie universelle. Le quatrième point est la mobilisation des ressources. Le cinquième point, le renforcement des systèmes de santé. Et enfin, le sixième point, une promotion énergique de la santé à tous les niveaux. S'agissant du premier point, des objectifs à atteindre pour l'élimination rapide du cancer du col de l'utérus, 90% des filles sont entièrement vaccinées contre le virus de l'hépatite, le human papillomavirus avant l'âge de 15 ans. On constate dans nos pays, à ressources limitées, que la couverture vaccinale, si on prend le cas de la Côte d'Ivoire, est de 13% dès 9 ans à partir des chiffres que nous avons eus, les chiffres de l'OMS. La couverture vaccinale au Kenya représente 16% dès 10 ans et la couverture vaccinale au Sénégal environ 31% parmi ceux de 9 à 13 ans. Il existe donc ici la problématique de la mise en place de cette vaccination chez les enfants âgés de moins de 15 ans. S'agissant du deuxième objectif de l'OMS dans la réduction de l'accélération de la réduction du cancer du col de l'utérus, 70% des femmes sont dépistées à l'aide d'un test performant à l'âge de 35 ans et à nouveau à l'âge de 45 ans. Si on prend quelques chiffres, en Côte d'Ivoire, on constate que 1% seulement des femmes sont dépistées entre 30 et 40 ans à partir du test IVA. Dans les statistiques que nous avons retrouvées, au Gabon, 12% entre 30 et 49 ans, au Kenya, 17% entre 30 et 49 ans, au Sénégal, 10% entre 30 et 49 ans, en Tunisie, les chiffres sont à peu près les mêmes qu'au Maroc, 18% entre 30 et 49 ans. Vous voyez que ces chiffres sont bas si on les compare à ceux de la France qui se trouvent à environ à 59% entre 25 et 65 ans. Donc, il y a une vraie problématique du faible taux de dépistage de la population. S'agissant du dernier point de l'OMS, 90% des femmes identifiées comme ayant une maladie du col de l'utérus reçoivent un traitement. Quand on parcourt les différents éléments qui devaient permettre d'atteindre cet objectif, on a beaucoup de problèmes qui sont soulevés. D'abord, dans beaucoup de pays, les centres de cancérologie n'existent pas. Quand ils existent, ils ne sont pas équipés à tous les niveaux. Ils n'ont pas un plateau technique performant. On le constate surtout dans le nombre d'évacuations qui sont faites hors de nos pays. Les services d'anatomopathologie ne sont pas représentés à tous les niveaux. Ils ne sont pas nombreux et donc l'étude histologique des pièces opératoires ou des pièces d'exérèse ne sont pas analysées rapidement et cela met un retard donc dans le diagnostic. Au niveau de la chirurgie oncologique, il y a également une problématique qui s'élève, c'est la chirurgie oncologique. Il n'y a pas beaucoup de spécialistes dans ce domaine et cela va entraver donc la prise en charge des patientes de façon adéquate. Les centres de chimiothérapie et de radiothérapie qui devaient permettre un traitement correct de ce cancer du col lorsque le diagnostic est fait manquent le plus souvent et fait également retarder la prise en charge. Quant au personnel de santé spécialisé, là encore, il y a des problèmes qui fait encore donc soulever le problème de la disponibilité des centres de santé, mais également le problème du personnel équipé pour réduire donc cette maladie. Je terminerai donc en disant que des efforts
sont accomplis pour l'atteinte des objectifs d'élimination du cancer du col d'ici 2030, mais les défis restent encore énormes. Les défis sont encore énormes, je le répète. L'atteinte des objectifs 2030 de l'OMS pourront être atteints. S'ils ne sont pas atteints, quand même, si notre objectif ici est d'accélérer la réduction pour qu'il y ait une bonne prise en charge de nos patientes, pour qu'il y ait une amélioration ou une réduction du taux de mortalité lié au cancer du col. Et pour cela, il faut une implication des politiques. Très, très important. Une implication des politiques, pas seulement les politiques, mais également de tout le monde pour que cette prise en charge ne soit pas uniquement politique, mais également au niveau du personnel de santé, les gynécologues, les médecins généralistes, les pédiatres. Tout le monde doit s'impliquer pour non seulement le dépistage, la vaccination, mais également le traitement. Il y a également dans ces équipes les enseignants, les économistes, les guides religieux et les chefs coutumiers qui doivent s'appliquer. Et donc, c'est ensemble que nous allons pouvoir réduire ou bien atteindre ces objectifs de l'OMS qui, pour le moment, restent difficiles à atteindre. Je vous remercie. Merci, Privat, pour cette excellente introduction de la problématique. Donc, puisque c'est le thème est le même, on va prendre les questions après les trois présentations. Donc, Étienne, est-ce que tu es là pour introduire le deuxième orateur? Oui, je suis là. Privat, s'il te plaît, tu peux couper le partage entre-temps? Je suis en train de voir comment le couper. Mon ordinateur, mais arrêtez. Ah oui, arrêtez le partage. Très bien. Voilà, merci. Ben, écoutez, Étienne, à toi la oui, vous m'entendez? Mais écoutez, le deuxième exposé, c'est l'exposé du docteur Clem Aloui, qui est assistant hospitalo-universitaire à la faculté de médecine de Tunis, Université Tunis El Manar, et le thème de son exposé sera la stratégie de dépistage et de prise en charge des lésions pré-néoplasiques. Oui, bonjour tout le monde. Il faut que vous partagiez votre écran, par contre. Nathan, tu dois mettre ta Oui. présentation ouverte sur ton ordinateur. D'accord. Voilà. Et puis, dès que tu bouges la souris, il apparaît une flèche verte au milieu, partagée. Voilà, ça doit Voilà, fonctionner. ça commence, ça Très vient. bien. Vous mettez Est-ce en que plein tu... écran, ce sera mieux. Voilà. Donc, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. Je remercie la STGO et la FIFOG. Et donc, on m'a chargé d'entamer la stratégie de dépistage et de prise en charge pour les lésions prénéoplasiques du col de l'utérus. Donc, pour les lésions malpighiennes, donc on en a deux. Les bas grades qui ne sont pas considérées comme des lésions prémalignes et où les HPV à haut risque sont justifiant un suivi. Et aussi, on a les lésions de haut grade malpighiennes qui sont à risque de cancérisation et dont l'évolution vers le cancer elle est avérée. Ainsi, pour les lésions bas grade, c'était anciennement appelé les CIN1. Les lésions haut grade, ça va englober les anciennes dénominations CIN2 et CIN3. Il y a aussi les lésions de type glandulaire, qui est moins fréquentes, qui vont se développer au dépend de l'épithélium cylindrique et l'adénocarcinome in situ est l'élément à risque vers l'évolution invasive. Pour le HPV, on a 200 génotypes. Il y a les virus à bas risque qui sont responsables de lésions de bas grade et il y a les virus à haut risque qui sont responsables des deux, les lésions de bas et de haut grade. Les HPV 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 sont les responsables de plus de 90% des lésions cancéreuses et sont à la base du vaccin non avalent.
Cette infection à HPV est le témoin d'une activité sexuelle et environ 70% des femmes sexuellement actives vont avoir un HPV à haut grade durant leur vie. La clairance elle est augmentée aux alentours de 90, spontanément au bout de 3 ans. Et il y a des facteurs incriminés dans la persistance de cette infection virale et l'apparition de lésions histologiques véro-induites. En tête de liste, on trouve le tabagisme, surtout. Il y a aussi l'âge avancé, le terrain immunodéprimé et la charge virale importante. Chose importante, j'ai essayé de mettre le point dessus, c'est l'inefficacité du préservatif contre cette infection HPV, parce que le virus, il est trop petit et va passer à travers les pores du préservatif. Et la transmission de HPV peut se faire à travers les zones muqueuses non protégées. C'est vrai qu'il est important contre les IST, mais pas vraiment contre le HPV. Le pic de fréquence, il va se situer dans la deuxième décennie et on a un autre pic qui est mal expliqué dans l'après-ménopause. Il y a une étude qui s'est intéressée à des 242 jeunes filles avec un seul et unique partenaire déclaré et on a trouvé chez cette patiente l'infection par HPV à haut risque chez 46 d'entre elles au bout de 3 ans après le premier rapport avec un temps médian de détection de HPV 3 mois après le premier rapport. Les cellules infectées, donc, ce seront les cellules immatures de la jonction squamo-cylindrique du cébus des phénomènes de métaplasie. Et donc, c'est le fait de remplacer l'épithélium glandulaire par un épithélium malpighéen. Et ces phénomènes physiologiques ils peuvent se voir lors de la cicatrisation d'un ectropion ou lorsqu'il y a des modifications liées à l'âge, à savoir une jonction volontiers endocervicale chez la femme post-ménopause. Ces cellules elles ont un potentiel prolifératif qui est exploité par le HPV à haut risque dans le cadre des infections persistantes. Concernant la clairance, les génotypes à bas risque ils vont avoir la clairance la plus rapide, contrairement à ceux à haut risque qui ont une clairance plus lente, sans qu'on ait vraiment une définition consensuelle entre le temps de l'infection et cette clairance. Alors, l'histoire naturelle elle est mal connue. On estime que le délai entre une infection HPV et l'apparition de lésions cytologiques elle est de 4 mois. Le risque de développement et de lésions de haut grade et la rapidité d'évolution va dépendre du type de HPV. Les variants, on sait que le variant africain d'HPV-C sont plus à risque. La charge virale, et on estime que le risque moyen annuel de progression à partir d'une infection HPV vers des lésions de haut grade CN2 est de 5,8%, CN3 de l'ordre de 3,5%. La très grande majorité du diagnostic qu'on va faire des lésions intraépithéliales, ça sera sur des biopsies faites après colposcopie, après un dépistage, que ce soit cytologique ou virologique. Et en cas de cytologie anormale de haut grade ou à SCH, si la ligne de jonction n'est pas visible, on va refaire un deuxième examen colposcopique et si c'est pas satisfaisant, on passera à une conisation à but diagnostique. Donc, je vous montre ce papier qui est les dernières recommandations françaises concernant la prise en charge en cas de cytologie cervico-utérine anormale, publié février 2025. Et comme vous savez que depuis 2019 en France, le test HPV est l'examen de référence pour le dépistage ainsi que pour le suivi post-thérapeutique. Et donc, à partir de 30 ans, on fera un test HPV tous les 5 ans. 25 à 29 ans, c'est une dépistage cytologique primaire tous les 3 ans après deux frottis sans anomalie à 1 an d'intervalle. La surveillance post-thérapeutique des femmes traitées pour une lésion intraépithéliale cervicale, c'est le test HPV exclusif à 6 mois. Oui, tous les 3 ans en cas de lésion au grade sans limite de durée. Je vous rappelle les résultats qu'on va trouver à la cytologie. Et donc, on va avoir les anomalies glandulaires, les ascus atypies sans signification déterminée, les atypies où on ne peut pas éliminer une lésion de haut grade, les lésions intraépithéliales de bas grade, les lésions de haut grade. Et je vous rappelle que le test de dépistage cytologique n'est qu'un examen de dépistage
et non de diagnostic. 5% des frottis seront pathologiques et majoritairement de bas grade. Et devant des frottis ascus ou AGC, la colpo est indiquée si on a un HPV positif ou un double immunomarquage P16 KI67. Dans tous les autres cas, on va faire la colposcopie d'emblée. Pourquoi cela? Parce que 52% des frottis ascus sont HPV positifs, dont 23 HPV 16. Pour les lésions bas grade, 76% sont HPV positifs, dont 25% HPV 16. Et pour les frottis de haut grade, 85% sont HPV positifs, dont 47% HPV 16. Pour le double immunomarquage PCSKI67, la PC, c'est un indicateur d'une activation du gène oncogène E7 du HPV et la présence de la protéine 16 témoigne d'une infection virale à HPV transformante. Ça va nous aider pour différencier les lésions de bas grade et de haut grade, sachant que les lésions haut grade seront toujours P16 positives. Passons à la colposcopie et l'examen clé dans le diagnostic. Ça va guider les biopsies, permettre un diagnostic à impact et permettre le choix de traitement, en particulier en déterminant la taille et le siège des lésions. Ceci dit, il n'est pas acceptable de proposer un traitement sur une simple cytologie, ni plus de décider d'un traitement sur des anomalies colposcopiques parce qu'on va parler d'une impression colposcopique en faveur de tel ou tel diagnostic. La colpo, je vous rappelle, c'est un examen du col et du vagin à l'aide d'une loupe ou d'une caméra. Ça va se passer en 3 temps. Premier temps, c'est sans préparation, plus ou moins l'utilisation de lumière verte pour mettre en évidence les vaisseaux sous l'épithélium. Après, on va utiliser l'acide acétique qui va coaguler les protéines et faire un blanchissement des zones hypercellulaires. Ça peut être bénin, simple métaplasie ou kératose mécanique lors des prolapsus ou bien des dysplasies dans les lésions HPV induites. Le troisième temps, c'est la préparation iodée, où on va fixer le glycogène des cellules immatures. Et donc, les cellules immatures ne vont pas se peigner en brun acajou. C'est un temps qui est moins utilisé dans le monde anglo-saxon. Il y a des critères de qualité pour la colposcopie, comme qui a été publié par l'American Society. J'ai mis le point sur les arguments qui m'ont semblé importants. C'est un examen systématique de la vulve, du vagin et du col, une documentation de la zone de jonction, soit la zone T1, T2, T3, avec T1 et T2 qui sont des zones visibles, comme ici sur le schéma, contrairement à la zone T3 qui est endocervicale et pas totalement visible. Et il ne faut pas oublier de faire une formulation d'une impression colposcopique. Est-ce que c'est en faveur du bénin, du bas grade, du haut grade ou bien du cancer? Il y a aussi une nouvelle classification française des images colposcopiques. Ils ont simplifié les choses avec un exemple du compte rendu et des données qui doivent être rapportées. Il ne faut pas oublier qu'il faut mentionner les anomalies glandulaires et les anomalies vaginales. Et donc, selon les recommandations françaises, on va parler de transformations atypiques, soit les transformations grade 1, c'est des lésions mineures souvent régressives, ou grade 2, lésions suspectes nécessitant prise en charge adaptée, ou le grade 3 avec une suspicion d'invasion imposant un diagnostic histologique urgent. Donc, pour les tags 1, comme sur la photo, on va avoir une zone acidophile, homogène, peu intense, avec absence d'anomalies vasculaires importantes. Pour la tag 2, on va avoir le signe du torchon avec un décollement épithélial spontané. Et les tags de croix, c'est vraiment des lésions en faveur d'une invasion avec ulcération. Donc maintenant, je vous mets les arbres décisionnels issus du dernier papier que je vous ai montré, c'est les recommandations de février 2025. Et ainsi, si on a une cytologie ASCUS, donc on va passer vers le test HPV. S'il est négatif, on fera un test à 5 ans. Par contre, si le test HPV il est positif, on fera une colpo avec biopsie ces anomalies et après, on va prendre en charge la patiente.
Pour l'astuce réflexe sur test HPV positif, c'est la même chose pour les deux arbres. Par contre, si on va en trouver les lésions histologiques, on va les prendre en charge. C'est des arbres que je vais vous montrer tout à l'heure. Pour la cytologie bénigne avant 30 ans. Donc, on fera une colpo avec biopsie ces anomalies et à l'alternative de faire un double immunomarquage. S'il est négatif, on va passer vers un contrôle à un an, soit cytologie, soit test HPV. Si le test HPV est négatif, on fera un test à 5 ans. Si la cytologie elle est normale, un contrôle à un an. Par contre, si le HPV il est positif ou cytologie anormale, on fera une colpo avec biopsie ces anomalies. Sinon, on peut directement passer à la colposcopie avec biopsie ces anomalies. Si la colpo il est normale et jonction vue, on fera un contrôle à un an. S'il y a des lésions histologiques, on va les prendre en charge. Donc, ici, si le col il n'est pas analysable correctement, qui est le cas le plus fréquent en post-ménopause, la tentation, elle est grande de recourir à une conisation, ne serait-ce que pour rassurer la patiente. Mais il faut savoir que l'incidence du portage du HPV à haut risque, ça va diminuer. Les faux positifs de la cytologie sont plus fréquentes en raison de la carence oestrogénique et l'incidence des lésions de haut grade et invasives est moins importante en cas de CROTI, à savoir cytologie de Bagrat. C'est vrai que la conisation peut traiter les lésions, mais ne règle en rien la présence de HPV et n'améliore pas la surveillance cytologique et colposcopique derrière. Maintenant, on va passer à la cytologie de haut risque ou réflexe sur test HPV positif. On fera une colpo avec biopsie ces anomalies. Si la colpo est normale et jonction vue, alors on fera un contrôle à un an. Si le HPV est négatif, un contrôle à 3 ans. Si la cytologie elle est normale, un contrôle à un an. Par contre, si on a HPV ou cytologie anormale, on fera une colpo avec biopsie si anomalies. Si on trouve des lésions histologiques, on va les prendre en charge. Si la colpo avec jonction non vue, on fera une colpo plus ou moins curetage endocervical. Si le résultat sont normaux, un contrôle à 6 mois. Si négatif, test HPV à 3 ans. Si positif, une cytologie et colposcopie. Et on fera dans ce cas une conisation diagnostique. Par contre, si cette colposcopie et un curetage endocervical trouvent au moins un résultat anormal, alors on fera la prise en charge adaptée. Donc, pour la cytologie de haut grade initial ou réflexe sur test HPV, on fera une colposcopie. Colposcopie avec jonction vue, biopsie, c'est anomalie. Colposcopie avec jonction non vue, colposcopie de contrôle et examen du vagin. Jonction non vue et examen du vagin normal, on fera une conisation diagnostique. Dans les autres situations, on fera une conduite adaptée. Pour les anomalies glandulaires, on va passer au test HPV. S'il est négatif, contrôle dans 3 ans. S'il est positif, on fera une colpo et courtage endocervical. Résultats normaux, contrôle test HPV à un an. Si on trouve au moins un résultat anormal, on fera le traitement adapté. Pour les anomalies glandulaires réflexes sur test HPV positif après 30 ans, grosso modo, c'est la même chose. Par contre, si la dame elle est supérieure à 45 ans, on fera une exploration endo-utérine par échographie pelvienne et biopsie endométriale. Pour le dépistage de cancer du col chez les patients immunodéprimés, les recommandations de mars 2024 disent que c'est identique à la population en générale, sauf en cas d'infection non contrôlée. Et donc, on fera une cytologie annuelle. Maintenant, chez la femme enceinte, si on va trouver des cytologies ascus ou Bagrad, on fera un contrôle après l'accouchement, 3 à 6 mois. Si le HPV est négatif, donc on va recontrôler dans 5 ans. Si la cytologie elle est normale, on va contrôler à un an. Par contre, si le HPV il est positif ou cytologie anormale, on fera une colposcopie avec biopsie, 6 anomalies. Et donc, si on trouve une cytologie ASCAS, anomalie glandulaire ou des lésions de haut grade, toujours au cours de la grossesse, on fera une colposcopie. La colpo normale est jonction vue ou non. On fera une colpo 3 mois plus tard. Si pas de suspicion d'invasion, colpo 3 mois après l'accouchement. Par contre, si on a une suspicion d'invasion, on va passer la patiente en réunion de concertation pluridisciplinaire
Si la colpo trouve des anomalies, on va les biopsier. Lésion histologique, on revient vers une colpo à 3 mois plus tard. Par contre, si on trouve un carcinome invasif, passera en réunion de concertation pluridisciplinaire. Pour les méthodes thérapeutiques, si en bref, on va expliquer les choses. Donc, on oublie tout ce qui est cytologie de dépistage. On est devant des lésions histologiques, c'est-à-dire qu'on les a vérifiées par biopsie sous colposcopie. Et donc, pour les lésions bas grade, ça va nécessiter une surveillance parce qu'on a trouvé qu'ils ont tendance à régresser avec, spontanément, avec un taux très fréquent. Cette abstention thérapeutique va se faire au moyen d'une surveillance et ça va dépendre de la cytologie initiale. Si on est devant ascus ou lésion de bas grade, on va contrôler 12 mois plus tard. Dans les autres cas, ça sera dans les 6 mois. Et si les lésions vont persister au-delà de 2 ans, on va privilégier un traitement destructeur, idéalement une vaporisation au laser. Par contre, pour les lésions de haut grade, il faut faire un traitement. Ça sera une destruction pour les lésions les moins sévères, mais sinon une conisation sous contrôle colposcopique. Maintenant, je vais développer un peu plus le traitement. Il y a des traitements médicaux, il y a 4 traitements qui ont été décrits dans la littérature. Le premier, c'est le 5-FU. Et dans ce premier article, on trouve que le taux de régression était de 93% contre 56 dans le groupe contrôle. Par contre, dans cet article, on trouve pas vraiment un bénéfice. Un autre médicament, c'est l'acide rétinoïque, mais les bénéfices ne sont pas statistiquement significatifs. Il y a aussi un antiviral que, selon ce papier, trouve une rémission des lésions en 6 semaines de 61% contre 20 pour le placebo. Il y a aussi un immunomodulateur qui a été décrit, qui ont trouvé un taux de régression assez rassurant, 79% contre 41% chez le groupe contrôle. Il y a aussi le bêta-interféron qui a été décrit. Il y a aussi la photothérapie qui a trouvé des taux de réponse complète 64,2% chez 120 patients traités contre 36,4% chez les patientes ne recevant pas le traitement. Il y a aussi l'approche vaccinale thérapeutique. C'est vrai que le résultat était décevant devant les cancers invasifs, mais pour les lésions prénéoplasiques, dans les essais cliniques de phase 2B et 3, les résultats sont encourageants avec une régression histologique complète pouvant aller jusqu'à 50%. Pour les traitements chirurgicaux, il y a les méthodes destructrices qui sont moins traumatiques pour le col, mais imposent un diagnostic préopératoire de qualité. L'électrocoagulation a été abandonnée, mais la cryothérapie, elle persiste encore, elle est simple, de faible coût, avec une efficacité avérée. Les limites sont l'absence de contrôle de la profondeur d'action et les difficultés d'application devant des cols remaniés. Le laser aussi peut être utilisé, qui va entraîner une vaporisation des tissus et l'avantage, c'est que on n'a pas des conséquences délétères sur le corps. Il y a aussi les méthodes d'exérèse avec l'électrorésection à lance diathermique, qui est aujourd'hui la méthode de référence qui peut se faire en ambulatoire sous anesthésie locale et la conisation sous colposcopie, ça va nous permettre de faire une exérèse plus économe et donc d'éviter les conséquences obstétricales. La pièce opératoire doit être orientée. Il ne faut pas oublier les consignes post-opératoires qu'on doit rappeler à la patiente, c'est-à-dire éviter une agression de la zone opératoire, pas de bain, pas de toilette intime, et pas de rapport durant 15 jours. La colonisation à lame froide, elle va respecter au mieux les berges de la pièce opératoire. Ça va faciliter la lecture pour notre collègue anatomopathologiste, mais ça sera au prix d'une augmentation des risques hémorragiques et les conisas, ce seront de taille et de profondeur plus importantes. Les complications de ces derniers traitements d'exérèse, ça va modifier l'anatomie du col et sa fonction. Donc, on peut avoir des sténoses cervicales, on peut avoir des dystocies dynamiques lors de l'accouchement et des complications périnatales, à savoir l'accouchement prématuré, des ruptures prématurées de la poche des os et petits poids de naissance et mortalité périnatale.
L'hystérectomie totale, on y aura recours lorsqu'on a une conisation indiquée, mais que le massif cervical n'est pas vraiment identifiable après plusieurs conisations, par exemple. Mais le risque, c'est de faire une hystérectomie intrafaciale qui, sur le plan oncologique, on ne peut pas la rattraper et même la radiothérapie et la curithérapie complémentaires ne sont pas satisfaisants. Ça résout en rien le problème puisque le risque des lésions HPV induites vaginales est identique au risque de récidive cervicale et ces 10 récidives ils vont se faire sur le dôme vaginal de diagnostic difficile. Les gestes associés, c'est le courtage endocervical qui peut être fait lorsqu'on a des lésions glandulaires ou en cas de colpo pré- et péropératoire ne permettant pas de visualiser la totalité des lésions avec des résultats très satisfaisants en termes de concordance lésionnelle. Alors maintenant, on va passer aux indications. Donc ici, je vous ai mis les arbres décisionnels du dernier papier pour les recommandations françaises. Et donc, lorsqu'on est devant des cytologies de bas grade avec une lésion histologique confirmée de bas grade, on va faire un contrôle à 1 an. Comme je vous ai dit au début, on va les traiter qu'au bout de 2 ans. Et donc, si le HPV il est négatif, on fera un test HPV à 5 ans. Si par contre l'histologie elle est normale, un contrôle à 1 an. Si le HPV est positif ou cytologie anormale, on fera une colpo avec biopsie ces anomalies. Si inférieur ou égal à bas grade, on fera un contrôle à 1 an. Par contre, si on a des lésions de haut grade de discordance, on fera la conduite adaptée nécessaire. Donc, après, si on a des lésions histologiques de haut grade, lésions glandulaires, et donc si on a des lésions histologiques confirmées de bas grade avec jonction vue, on va contrôler à 6 mois. Les résultats normaux au concordant, on contrôlera à 1 an. S'il y a des lésions vaginales, on va les traiter. Par contre, s'il y a discordance cyto-histo persistante après reluctive, on fera une exérèse de la lésion cervicale par électrorésection à lance diathermique sous colposcopie. Par contre, si la jonction elle est non vue, on va faire une colpo avec curetage endocervical. Si elle est bas, on fera la même chose au contrôle à 6 mois. Si par contre on a au moins un résultat supérieur au bas grade, on fera une exérèse de la lésion cervicale. Si on a une lésion histologique de haut grade. Si la colpo elle a une jonction vue, il y a cette option, c'est-à-dire de proposer une surveillance pour une dame de moins de 30 ans consentante, acceptant le principe de surveillance par cytologie colpo et biopsie tous les 6 mois pendant 2 ans. Sinon, on fera une conisation sous colposcopie. Si les marges sont saines, on en sait, mais l'essentiel, c'est l'absence d'invasion. On va contrôler à 6 mois. Par contre, si on a une invasion, on passera en RCP. Maintenant, on va passer aux lésions glandulaires. Donc, si on a un adénocarcinome in situ, diagnostic préopératoire sur cytologie ou biopsie, on fera une conisation et courtage endocervical et on aura un diagnostic histologique confirmé. Si les marges sont saines, il y a l'option, si la patiente va avoir un projet parental, de faire des traitements conservateurs et on va recontrôler à 6 mois. Si les marges sont saines, on passera à une hystérectomie totale. Marge non saine et ou curetage positif, on fera une conisation et curetage endocervical. C'est une deuxième exérèse afin d'éliminer une éventuelle lésion invasive résiduelle. Marge saine et curetage négatif, on fera une hystérectomie totale. Marge saine, non saine et ou curetage positif, on passera en RCP. Donc, actuellement, aucun traitement étiologique est dirigé contre les HPV. Le suivi, donc, il est essentiel, que ce soit on a fait un traitement ou abstention, et ça sera un suivi cervical du vagin, de la vulve, de l'anus, voire ORL, et ça sera un suivi prolongé. Donc, en conclusion, je vous ai mis des tableaux qui me semblent légers pour le dépistage de ces lésions précancéreuses. Donc, avant 30 ans, si on est devant une cytologie
cytologie à 3 ans, sauf si le premier frottis donc 1 an. Si le test HPV il est positif, on fera une colposcopie à 1 à 6 mois. On n'est pas vraiment dans l'urgence. Si la cytologie elle est de bas grade, on fera une colpo 1 à 6 mois comme dans le cas précédent. Si la cytologie elle est de haut grade, le colpo beaucoup plus rapide, 1 à 2 mois. Si des anomalies glandulaires, on fera une colpo avec curetage à 1 à 2 mois. Par contre, à partir de 30 ans, si le test HPV il est positif la première fois, on fera une cytologie. Si elle est négative, un test HPV à 1 an, pas de colpo. Par contre, si positif de nouveau à 1 an, on fera une colposcopie, peu importe la cytologie. Si le test HPV il est positif avec cytologie de bas grade, ce sera une colpo à 1 à 6 mois. Si le test HPV est positif avec une cytologie de haut grade, la colpo se fera 1 à 2 mois. S'il est positif avec des anomalies glandulaires, on fera une colpo avec curetage endocervical 1 et 2 mois. Et si la patiente elle est supérieure à 45 ans, on fera une échographie pelvienne et une biopsie endométriale. Merci à vous. Étienne, Oui, ben écoutez, merci beaucoup pour ce très bon exposé. On va passer tout de suite au dernier exposé, puis je demanderai, si vous le voulez bien, à Céline Bouchard de présenter notre dernier orateur. Euh, Céline Bouchard, qui est une spécialiste de la vaccination anti-HPV. Ben, il me fait plaisir de présenter. Donc, c'est la stratégie de dépistage et prise en charge. Non, c'est notre prochain. Je n'ai pas son nom, docteur. c'est C'est Raymond. Raymond Majard. Ah, Excusez-moi, je ne peux pas le présenter. J'ai pas ses coordonnées. d'accord, Ah c'est bon, pas grave, je vais le faire. J'aimerais bien, mais allez. Donc, on va passer au troisième orateur, qui est notre ami Raymond Najar, qui est un gynécologue installé en Nouakchott, en Mauritanie, qui a occupé le poste de président de la Société mauritanienne de gynécologie obstétrique. Et il va nous parler de la vaccination anti-HPV. Qu'en est-il? Quoi de neuf? Raymond, est-ce que tu peux partager ta présentation? Oui, est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Alors, là, bonjour. on t'entend. Bonjour. Bonjour. J'ai quelques petits problèmes parce que j'arrive pas à voir Alors, j'ai ouvert ma présentation, vous ne la voyez pas? Non. Raymond, juste, Oui, je vais demander aux orateurs précédents, hein, si Haitham Ali, de désactiver le partage. Haitham, tu m'entends? oui, c'est ça. Oui, il faut que la présentation précédente soit désactivée, effectivement. Haitham, je m'en occupe. Je vais l'appeler sur. Oui, c'est ça. Sa présentation est toujours là. Oui, elle est toujours là, donc l'écran est bloqué. Alors, en tout cas, Allô? peut-être que je peux déjà dire bonjour, mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis, bonjour à tous. Euh, merci à... Raymond, il vient Oui, d'annuler le partage, donc tu peux mettre la tienne. oui, alors la mienne y est. Je vais mettre en plein écran, mais je n'arrive pas à voir le bouton, Partage. bouton partage, je ne l'ai pas. Bouton Vous la voyez partager pas? en Fais bouger bas, la souris. en Oui, je bas fais bouger. au milieu de l'écran. Alors, Il je vais apparaît. peut-être pour commencer. Je vais peut-être sortir et re-rentrer dans la. Je vais réouvrir ma présentation. Euh, Raymond, D'accord. au bas de ton je... écran, tu as partagé, avec une flèche. Oui, effectivement. Alors, je suis sorti. Je vais la réouvrir. Pardonnez-moi. Euh, Voilà. Je réouvre et je suis à vous tout de suite. Voilà. Voilà. Alors, ma présentation est ouverte, mais par contre, voilà, Voilà.
Et là, je mets partager. Est-ce que vous voyez ma présentation? Est-ce que là, vous voyez ma présentation? Ça commence à Ça, venir, vraiment, ça ça va vient. bien. Voilà, Cliquez c'est deux. bon. Voilà, parfait. Oui, Alors, simplement, il y a une question de cadrage. Voilà, c'est bon. C'est bon. Alors, je vais mets mettre, plein écran en plein écran. Pardon. et tu partages. Comment je vais mettre? Alors là, je vais mettre en plein écran en faisant, je ne En sais bas, pas, en faisant ça peut-être. Ça, non. En bas et à ta droite. Oui, en bas à ma droite, oui, bien sûr. Et oui, là, ici. Très voilà. bien. Est-ce que j'y suis? Oui, Oui, Vous me voyez? Très bien. parfait. Très bien. Alors, voilà, donc, merci beaucoup. Je voudrais remercier l'ensemble des modérateurs de ce webinaire et en particulier le président Béchir Zouaoui de m'avoir invité à parler de ce thème, un thème crucial hein, qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de la prévention primaire du cancer, des cancers HPV induits. Alors aujourd'hui, bien sûr, il est question du cancer du col de l'utérus, mais en matière de vaccination anti-HPV, on parlera plus des cancers HPV induits plutôt que du cancer du col plus spécifique. Euh, le sujet est particulièrement important parce que c'est un sujet négligé, parce que la vaccination est négligée, parce que la vaccination dans la région qui est la nôtre, en Afrique, dans le Maghreb, est quelque chose de sous-estimé et de complètement laissé de côté. Alors, sur le sujet de la vaccination anti-HPV, mais qu'est-ce qui resterait à dire? Puisque on pense que tout a été dit. Alors, les définitions, on les a entendues. C'est un virus, il y a plus de 200 types de virus différenciés par leur risque oncogène, responsable d'une infection sexuellement transmissible, qui donne des lésions bénignes et des lésions malignes pour certains de ces types viraux. C'est une contamination asymptomatique avec une clairance virale naturelle très importante, mais il y a une infection persistante avec donc une incubation qui est très longue, avec la survenue de lésions précancéreuses, puis la lésion éventuelle de cancer. Alors, il y a simplement une chose que je n'ai pas entendue dans ce qu'a dit mon ami Guy Privat, c'est qu'aujourd'hui, en Afrique, aujourd'hui, la prévalence du cancer du col reste non seulement très importante en Afrique en général, mais on note une très forte proportion de cancer du col utérin chez la femme après 65 ans. Or, il est important de noter ce chiffre parce que 65 ans, c'est l'âge où s'arrêtent tous les programmes nationaux de dépistage de cancer du col. Donc, il y a un problème à ce niveau et ce problème, la recherche est en train d'essayer de mettre la main dessus. Il pourrait s'agir d'un type HPV particulier, on verra bien. Alors, aujourd'hui, l'aspect moderne, c'est qu'on parle de cancer HPV induit. Chez les femmes et chez les hommes, je ne vais pas parler que du cancer du col de la femme, évidemment. Il s'agit de prendre en compte et les femmes et les hommes et les jeunes filles et les jeunes garçons. Alors chez les hommes et chez les femmes, ce sont les cancers de la sphère génitale avec le col utérin, le vagin, la vulve et le pénis chez l'homme. Il y a aussi les cancers de l'anus chez les femmes et chez les hommes, avec chez les hommes en particulier les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui HSH. Et puis il y a ce cancer moderne, on va dire, entre guillemets, bien entendu, extrêmement important, extrêmement dangereux, extrêmement difficile à prendre en charge, qui est le cancer de l'oropharynx, les cancers ORL, la base de la langue, les amygdales, le cavum, etc. Et puis, une entité un peu particulière, ce sont les immunodéprimés, qu'ils soient des hommes, qu'ils soient des femmes, ou les patients en attente de greffe, les jeunes en particulier. C'est un terrain privilégié de chasse pour le virus HPV. Alors, un mot sur l'oropharynx. Aux États-Unis, par exemple, l'incidence du cancer de l'oropharynx lié à HPV chez l'homme, chez les HSH, a dépassé l'incidence du cancer du col chez la femme. Et en plus, il s'agit d'un cancer très difficile à prendre en charge.
Alors, les facteurs de risque, là aussi, malheureusement, je ne l'ai pas entendu clairement exprimé par mon ami Guillet-Privat, mais je pense que c'était dans un souci de faire vite et bien. Donc, il y a des cancers de risque, en particulier en Afrique, mais je vais passer dessus, ce n'est pas le sujet. Alors, la vaccination anti-HPV, c'est la prévention primaire. Et je devrais dire que la seule prévention primaire du cancer, des cancers HPV induits, c'est la vaccination anti-HPV. Alors, on en parle aujourd'hui comme s'il s'agissait encore d'un phénomène tout nouveau qui vient d'apparaître. En 1991, déjà, il y a eu la découverte des virus-like particles, des VLP, qui avaient un puissant pouvoir immunogène, ce qui a conduit donc en 2006 à la mise sur le marché d'un vaccin quadrivalent avec 4 types viraux qui s'appelait le Gardasil. En 2007, c'était la commercialisation d'un bivalent avec 2 types viraux, en particulier l'HPV 16 et l'HPV 18, c'est le Cervarix. Et puis, en 2017, donc le plus complet de tous les vaccins, qui est le non-avalent, qu'on appelle aussi le Gardasil 9. Il faut savoir qu'aujourd'hui, plus de 160 pays recommandent la vaccination anti-HPV. Donc, ce n'est pas un épiphénomène. En particulier, une mention spéciale pour l'Afrique. En Afrique, plus de 28 pays. Alors, 28 pays, c'est lorsque j'ai fait cette présentation, mais je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas update. Il y a peut-être plus de 28 pays qui ont introduit le programme de la vaccination anti-HPV dans le programme national de vaccination. Au Maghreb, en particulier, la Mauritanie, le Maroc et la Libye l'ont introduit, l'Algérie et la Tunisie, pas encore. Alors, les vaccins qui sont disponibles sont très efficaces. Et cela est prouvé. Ils ont une réponse humorale rapide, puissante, qui est bien supérieure à la stimulation par primo-infection. Leur réponse est durable et l'OMS pense qu'il s'agit d'une immunisation probablement à vie. Alors, la composition des vaccins, je vais abréger. Il y a le quadrivalent, le bivalent et le non-avalent. Il faut savoir qu'ils s'adressent tous à la prévention des mêmes lésions avec 2 mentions spéciales. Le bivalent, qui est le Cervarix, a un pouvoir d'immunité croisée qui est très important et il fait donc aussi bien que le quadrivalent, voire peut-être mieux. Et puis, le non-avalent, qui est le Gardasil 9, a le panel le plus complet de riposte au virus HPV et en particulier, c'est celui qui gère au mieux les cancers ORL ou de l'oropharynx dont nous avons parlé tout à l'heure. Alors, quelle protection peut-on attendre des vaccins HPV? Eh bien, si on s'adressait seulement aux HPV 16 et 18, c'est-à-dire les 2 types viraux contenus dans tous les vaccins, le type 16 et le type 18, eh bien, on toucherait déjà 71% des infections et des risques de cancer à travers le monde, puisque ces 2 types viraux sont responsables de plus de 70% des cancers à travers le monde. Si on y adjoint maintenant le type 45, 31, 33, 52, 58, donc les types viraux contenus dans le non-avalent, eh bien on approche de 90% de protection attendue contre les cancers HPV induits. Alors, une petite démonstration de l'influence de la vaccination anti-HPV. Alors, sur la prévalence d'abord de l'infection HPV. 8 ans après l'introduction de la vaccination chez les femmes jeunes, une étude canadienne a montré que l'infection HPV chez les femmes vaccinées, 8 ans après l'introduction, était réduite de 90%. Mais mieux encore, on avait aussi une réduction de 30% des infections à HPV chez les femmes non vaccinées. Et cela probablement dû aux effets induits, c'est ce qu'on va appeler tout à l'heure l'effet troupeau, c'est-à-dire le fait qu'il y ait moins d'infections par les femmes vaccinées, eh bien, entraînait qu'il y avait moins d'éléments contaminateurs, moins de propagation de l'infection HPV.
Sur les verrues génitales, puisqu'il n'y a pas que les types oncogènes, il y a aussi les types non oncogènes de HPV, eh bien, qui sont responsables donc des verrues génitales. Sur le diagnostic des verrues génitales, une étude australienne qui a été publiée en 2011 montrait qu'après l'introduction de la vaccination en Australie et sur les 4 ou 5 années qui ont suivi, il y a eu une chute de 73% des verrues, du diagnostic de verrues génitales chez les femmes et en particulier chez les femmes jeunes. En Angleterre, en Angleterre a été publiée une étude dans le Lancet en 2021 sur la modélisation qui avait été produite concernant l'impact de la vaccination sur le suivi de femmes jeunes entre 20 et 30 ans et entre 2007 et 2021. Il a été prouvé qu'on pouvait éviter, entre 2007 et 2021, on a pu éviter la survenue de 450 cancers du col et de plus de 17 000 lésions précancéreuses de type CIN2, CIN3. Et puis surtout que la réduction de ces lésions qui étaient observées était d'autant plus importante que la vaccination anti-HPV était initiée jeune, donc en particulier, on peut le voir ici, chez les jeunes filles de 12-13 ans, on avait une réduction de 97% des lésions précancéreuses et de près de 90% de cancer. كسرته c'est bon راك مش normal بالحق Bon, d'accord. Alors, je peux continuer? Pardon, vous m'entendez toujours? Oui, 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 Raymond, tu peux. Oui. J'ai réglé D'accord. le problème. Alors, la vaccination empêche-t-elle ou est-elle un frein au dépistage? Eh bien, je vais répondre rapidement, sans entrer dans les détails. Non, résolument non. Une étude américaine portant sur plus de 12 000 patientes a prouvé que les femmes qui étaient vaccinées étaient bien plus dépistées dans la suite que les femmes qui ne l'étaient pas. Est-ce que c'est le système de santé qui veut cela, ou est-ce que c'est une responsabilisation lorsqu'on se fait vacciner? Eh bien, on se sent concerné et on poursuit et on évite, donc justement, en se faisant dépister, on veut éviter à tout prix. En tout cas, la vaccination ne dispense pas les jeunes femmes d'un suivi gynécologique régulier. Alors, quelle est l'évolution des indications? Toujours concernant la prévention des lésions précancéreuses et cancéreuses du col de l'utérus et la prévention des condylomes génitaux et vulvaires. Eh bien, en 2007, date d'introduction des vaccins, c'était le quadrivalent à l'époque, date d'introduction, on a quelques chiffres donc du Comité supérieur d'hygiène publique français, on va chercher les chiffres là où ils sont. Eh bien, cela concernait la vaccination des jeunes filles de 13-14 ans qui étaient encore naïves, donc pas d'exposition à l'infection HPV, et le vaccin était fait avec 3 doses. Et puis, on proposait aussi aux jeunes filles et aux jeunes femmes entre 15 et 23 ans qui étaient soit naïves, donc pas encore de rapport sexuel, soit au plus tard, dans l'année qui suivait le début de la vie sexuelle, le même profil vaccinal, donc 3 doses de vaccin. En 2009, et venant des USA, donc, il y a eu un avis favorable de la FDA à l'introduction du quadrivalent chez les garçons. Donc, on a procédé donc à une extension de la vaccination chez le garçon, mais dans une indication particulière qui était la prévention des condylomes entre 9 et 26 ans. Bien sûr, cela était un avantage énorme puisque ça permettait à la fois une simplification du message concernant le HPV et puis une efficacité stratégique évidente. Les avantages, c'était qu'il n'y avait plus de stigmatisation des filles, qu'il y avait cet effet troupeau dont j'ai parlé, c'est-à-dire que par les effets induits, il y avait diminution des sujets non humains, donc qui étaient non immunisés, mais qui étaient vecteurs ou transmetteurs, eh bien, ils diminuaient puisqu'ils étaient de moins en moins infectés. Et puis, pour le garçon qui était vacciné, eh bien, il y avait moins de lésions bénignes de type condylome et moins de cancer de l'anus. Les indications actualisées plus proches de nous, et en particulier en France,
encore une fois, je vais chercher les références là où je peux les trouver. Donc, depuis janvier 2021, la vaccination concerne et les filles et les garçons. Ça ne concerne plus les filles seules. Ce sont des filles et des garçons âgés de 11 à 14 ans avec un schéma à 2 doses, M0, M6, avec une proposition de rattrapage vaccinal chez les jeunes filles et les jeunes hommes entre 15 et 19 ans, avec un schéma vaccinal donc à 3 doses, M0, M1, M6. Alors, une petite mention spéciale simplement, c'est qu'il n'y a pas de risque à utiliser l'un ou l'autre des vaccins pour compléter le calendrier vaccinal. Alors, cette affirmation que je viens de faire est sujette à discussion, puisque dans certaines publications, on trouve l'inverse, c'est-à-dire qu'on demande à compléter un calendrier avec le même vaccin, etc. Mais c'est pas grave, j'ai retenu celle-là et ça me semble être la plus raisonnable. En tout cas, c'est celle que je pratique lorsque je n'ai pas l'un ou l'autre des vaccins. Il faut noter aussi une autre remarque qui est intéressante, c'est qu'il n'y a pas de contre-indication à faire, à faire une vaccination anti-HPV en même temps que le rappel diphtérie, tétanos, polio, coqueluche à l'âge de 11-13 ans chez les jeunes gens, donc garçons et filles, ou au moment où on fait un rappel du vaccin contre l'hépatite B dans le cadre du rattrapage vaccinal à l'âge de 20 ans ou 25 ans. Des recommandations particulières, et là, il faut, dans ces recommandations particulières, il est préconisé un schéma à 3 doses, M0, M2, M6, chez les immunodéprimés, qu'ils soient des garçons ou des filles, jusqu'à l'âge de 19 ans, comme cela doit être dans la population générale. Et puis, chez les enfants candidats à une transplantation d'organes solides, donc très jeunes, dès l'âge de 9 ans, il faut commencer la vaccination avec ce schéma à 3 doses. Et enfin, jusqu'à l'âge de 26 ans, chez les hommes ayant ou ayant eu des relations sexuelles avec d'autres hommes, les SHS. Et enfin, de nouvelles indications du vaccin anti-HPV. Eh bien, il fallait élargir la couverture aux femmes qui ont été traitées pour CIN, c'est-à-dire par lésion précancéreuse. Pourquoi? Eh bien, parce que chez une femme qui a eu une lésion précancéreuse, il y a un risque de récidive et il y a surtout un risque de survenue d'un cancer invasif. Une étude publiée en 2020 avait confirmé le bénéfice d'une vaccination anti-HPV en post-conisation et même la réduction significative du risque de développer une lésion de haut grade avait été prouvée après conisation suivie d'un vaccin anti-HPV. Et puis, toujours dans les nouvelles indications, mais pourquoi ne pas élargir la couverture vaccinale aux femmes et aux hommes après 25 ans? Pourquoi s'arrêter à 20 ans? Pourquoi s'arrêter à 19 ans? Pourquoi s'arrêter à 25 ans? Eh bien, après 25 ans, on peut. Pourquoi? La vaccination anti-HPV est d'autant plus efficace, on le sait, que les jeunes filles et les jeunes garçons n'ont pas encore été exposés à l'infection HPV. Oui, mais le risque d'infection HPV perdure tout au long de la vie sexuelle. Et ça, nous le savons aussi. Et puis, nous savons aussi, les études l'ont montré, que plus de 50% des cancers du col utérin, environ 50% des cancers du col utérin, sont dus à des infections HPV contractées après l'âge de 20 ans. Alors, là aussi, c'est encore des États-Unis que vient la solution. La vaccination de rattrapage a été recommandée jusqu'à 26 ans. Donc, on a augmenté un petit peu jusqu'à 26 ans. Mais par contre, sur la base d'une prise de décision partagée, on propose aux adultes, qu'ils soient hommes ou femmes, de les vacciner entre 27 et 45 ans. Et pour le petit sourire, il y a 2 ans, en 2022, nous avions fait un webinaire dans lequel je disais qu'il serait plus judicieux de vacciner toutes les filles et toutes les femmes entre 9 ans et 45 ans, donc jusqu'à la ménopause, et ça avait fait sourire nombre d'entre nous, peut-être que certains s'en souviendront. Eh bien non, aujourd'hui c'est prouvé et on démontre qu'il faut on arrive à vacciner jusqu'à l'âge de 45 ans. Bien sûr, ce n'est pas une recommandation, c'est simplement une prise de décision partagée. Alors, le nombre de doses à réaliser, 3 doses, 2 doses ou 1 dose? Je vais aller directement au but.
il est aujourd'hui prouvé que le nombre de doses n'a aucune importance, qu'avec 2 doses, on fait aussi bien, voire mieux qu'avec 3 doses. Et surtout, sur de très grandes études multicentriques qui ont été réalisées, par exemple, en Inde, avec le quadrivalent, eh bien, on a montré que 2 doses faisaient mieux que 3 doses et qu'une dose, et comme vous le voyez ici, sur le résultat ici, sur cette étude, eh bien, on a montré qu'une dose faisait beaucoup mieux que les 3 doses et bien mieux que les 2 doses. Alors ça a une conséquence. C'est que l'OMS, en décembre 2022, a recommandé un dispositif à 2 doses ou à 1 dose pour les filles et les garçons âgés de 9 à 14 ans. Puis ensuite, on pouvait proposer un schéma à 1 ou 2 doses chez les sujets âgés de 15 à 20 ans. Et enfin, après, pour les sujets de plus de 21 ans, là, on maintient le schéma à 2 doses qui est recommandé avec un intervalle de 6 mois. Alors pourquoi ça? D'abord pour optimiser le calendrier de vaccination contre le HPV, pour améliorer l'accès aux vaccins et surtout offrir au pays la possibilité d'augmenter le nombre de filles et le nombre de garçons qui pourraient être vaccinés. Alors, quelle excellente nouvelle pour nous, pauvres pays en développement. Hein, on a autant de doses, mais on vaccine le double de monde. C'est formidable, hein, mais il n'y a pas que nous. Il n'y a pas que nous. Les Anglais, depuis une publication en juin 2023, et donc on dit qu'en septembre 2023, après s'être aligné un petit peu sur ce que faisaient d'autres pays, d'autres grands pays comme l'Australie, comme l'Écosse, eh bien, l'Angleterre est aussi rentrée dans le choix d'une vaccination à 1 dose, puisque 1 dose offre une immunité comparable à 2 doses. Donc, les plus grands pays, l'Angleterre, l'Australie, l'Écosse, peut-être bientôt la Finlande, hein, ont adopté le schéma à 1 dose. Alors, magnifique, pour nous, c'est une excellente nouvelle. Qui vaccine? Qui doit vacciner? Tout le monde doit vacciner. Tout le système de santé, les médecins, les sages-femmes, les infirmiers, les pharmaciens, tout le monde, à l'hôpital, dans les centres de vaccination publics, dans les centres de dépistage, dans les centres de planification familiale, et puis aussi dans les centres communautaires, et surtout la médecine scolaire, puisqu'on s'adresse à des enfants scolarisés, à des jeunes scolarisés. Mais ça ne fait pas tout de mettre tout le monde. Regardez, je vous donne des exemples. En France, tout le système de santé est impliqué. Et puis, c'est assez rigoureux, on le sait. Eh bien, la couverture vaccinale n'est que de 24%. Alors qu'au Canada, c'est seulement le système de médecine scolaire qui est impliqué et c'est 80% de couverture vaccinale. Il y a quelque chose qui ne colle pas. En Inde, tous les systèmes sont impliqués, le système scolaire, tous les systèmes de santé, les centres communautaires, et c'est presque 100% de couverture vaccinale. Et en Afrique, tout le monde devrait être impliqué. Tout le monde est impliqué, on ne sait pas. Les écoles, oui, les médecines scolaires, oui, le Sénégal en est un exemple, et d'autres pays aussi. Hein. Les centres communautaires, oui, mais alors une adhésion du public vaccinable, du public cible très, très mauvaise, et une couverture vaccinale si faible qu'elle n'est même pas nommée ici. Alors, pourquoi cette hésitation vaccinale? Pourquoi on ne vaccine pas dans certains pays, dans de nombreux pays, la France, par exemple? Pourquoi une faible couverture vaccinale, même en France? Et alors, en Afrique, n'en parlons pas, et dans le Maghreb, alors c'est la chakchouka. Alors, y a-t-il des effets indésirables? Est-ce qu'il y a un blocage à la vaccination? Alors, non, la réponse est résolument non. Le rapport bénéfice-risque des vaccins anti-HPV est favorable. Elle l'était en 2018, ce rapport bénéfice-risque reste favorable jusqu'à aujourd'hui. Et les affirmations injustifiées, qui veulent démontrer qu'il y a des effets nocifs, ne sont fondées sur aucune preuve biologique et épidémiologique et ne peuvent par ça que nuire à la confiance du public cible, du public que l'on pourrait vacciner. Donc, non, il n'y a
aucun problème, aucun effet indésirable réel. Oui, il y a des effets, des petits effets secondaires indésirables. Les effets indésirables communs à tous les vaccins. La réaction au site d'injection, rougeur, odeur, gonflement, etc. Bon, c'est très fréquent et c'est vite soluble. Les effets généraux, comme la fièvre, les douleurs musculaires et articulaires, en 24 heures, tout est réglé, c'est entre 1 et 10% des cas. Mais par contre, l'élément important, c'est la réaction allergique. Alors, soit il y a eu une réaction allergique dans un précédent vaccin, et là, c'est une contre-indication, soit il y a une allergie aux substances contenues dans le vaccin, et c'est une contre-indication, mais c'est la seule contre-indication, et c'est le seul effet secondaire réel et réellement appréciable, un cas sur 450 000 vaccinés. Concernant le risque de maladie auto-immune, ce grand risque qui est l'apanage des antivax, qui en font une rumeur et une fureur qui se déchaînent dessus, les scléroses en plaques, les syndromes de Guillain et Barré, etc. Je voudrais citer simplement le professeur Jean-Luc Mergui. En 2022, il disait « À ce jour, aucune complication sévère, aucune pathologie auto-immune ou neurologique n'a été associée à la vaccination contre le HPV. » Et de nombreuses documentations viennent étayer ce qui vient d'être dit. C'est une vaccination sûre, efficace, y compris en cas de grossesse. Il n'y a aucun risque accru pour la mère ou pour le fœtus. Aucun. C'est l'OMS qui le dit. Et j'ai rajouté ici une petite phrase, hein, il n'est jamais trop tard pour rattraper une ou plusieurs doses vaccinales. C'est-à-dire qu'on dit, oui, le schéma vaccinal, c'est M0, M6, mais c'est pas grave. Si on le fait à M14 ou on le fait à M24, c'est pas grave. À n'importe quel moment, on peut rattraper une vaccination qui n'aurait pas été faite. Ce vaccin est si sûr, si efficace, que l'on peut faire ce qu'on veut. Alors, à cette vaccination sûre et efficace, mais bien sûr, il y a les opposants, comme toujours, les antivax. Mais on s'en fout des antivax. Excusez-moi d'être aussi trivial, mais ça n'est pas le problème. Les rumeurs, les fureurs, les déchaînements, hein, les effets secondaires, la stérilisation de l'humanité, les scandales Big Pharma. Mais pourquoi pourquoi la cupidité des laboratoires? Mais oui, mais est-ce que la cupidité des laboratoires a attendu le vaccin anti-HPV? Mais non, regardez ce qui se passe actuellement avec la vente du Doliprane des Français aux Américains, les plus-values qui vont être faites, etc. Les antibiotiques qui étaient en pénurie en France alors que on les avait que Big Pharma en avait fait un commerce. Bon, enfin bref. Et puis la destruction de la protection naturelle par les vaccins. Et puis la non-vaccination qui serait une liberté. Mais quelle est cette liberté qui s'autorise à ne pas protéger nos enfants? Ça n'est pas de la liberté. Alors, avant de finir, en deux mots, quelle est réellement l'efficacité? L'influence de la vaccination anti-HPV sur la prévalence de survenue donc des infections HPV. Eh bien, en Australie, on a prouvé, je vais aller très vite, je vais juste vous citer ça, il y a une quasi-disparition chez les femmes jeunes entre 18 et 24 ans des infections au HPV 6, 11, 16, 18. Ceci a été prouvé sur le diagramme qui est là. En 2005-2007, il y avait une prévalence de 23%. En 2015, il n'y en avait plus que 1,5%. Et aujourd'hui, la circulation du virus est si faible, puisque la couverture vaccinale chez les Australiens, c'est 80% chez les femmes australiennes et 75% chez les Australiens de 15 ans, que même les populations non vaccinées ne sont plus infectées. La circulation du virus et donc tout le risque d'infection et de cancer du col de l'utérus devrait, selon toutes les modélisations épidémiologiques, devrait cesser assez rapidement. L'Australie, à l'instar d'autres pays comme la Finlande et l'Écosse, sont aujourd'hui sur le point d'éradiquer la survenue du cancer du col de l'utérus. Alors, j'ai mis conclusion, mais permettez-moi après cela de vous donner 5 ou 6 points de plaidoyer, juste des points simplement, et pardonnez-moi d'être un peu long. Alors, c'est une des plus importantes avancées pour la santé de la femme de ces dernières années. C'est la présidente de l'American Cancer Society qui le dit. Grâce à la vaccination, 6 millions de décès sont évités chaque année dans le monde. La vaccination a permis l'éradication de la variole au XIXe siècle. La vaccination a permis l'éradication de la poliomyélite
dans la plupart des pays. L'éradication du cancer du col est à portée de main en Australie, au Canada, en Finlande, en Écosse et pourquoi pas dans nos pays, pourquoi pas très vite dans nos pays. Nous avons les moyens, les pouvoirs publics se sont saisis de ça et ce n'est pas un défaut des pouvoirs publics pour une fois. Le pouvoir politique et le pouvoir public est tout à fait partisan. C'est un problème qui nous concerne, nous, hommes de terrain, gens de terrain, nous, gynécologues. Alors, quelques mots de plaidoyer simplement. Quelques mots de plaidoyer. Les gynécologues ont un rôle fondamental pour la promotion de ces vaccins qui sont à la fois sûrs et efficaces. Les gynécologues ont un rôle parce qu'ils peuvent gérer les rumeurs. Ça n'est pas le rôle de n'importe qui ni des médias de gérer les rumeurs. Lorsque les mamans, les mères, les femmes ont peur, il faut les rassurer et c'est notre rôle à nous gynécologues. Et il faut permettre l'adhésion et des populations et des autorités en abordant les vrais problèmes, l'incidence et la mortalité dues au cancer HPV induit. Il ne s'agit plus aujourd'hui de parler seulement du cancer du col, ce sont les cancers HPV induits. Alors, les éléments du plaidoyer, et j'en aurai fini, la prévalence du dépistage du cancer du col est très faible dans nos régions, dans la région Afrique, Maghreb en particulier. C'est donc une place de choix pour la vaccination, c'est ce que dit l'OMS. Là où le dépistage fait défaut, la vaccination devrait pouvoir s'implanter. Deuxièmement, la sexualité des jeunes qui est précoce, qui est à risque en Afrique et dans tout le Maghreb. Alors pourquoi prudemment, sur la pointe des pieds, pourquoi ne pas prendre ce biais-là pour introduire la vaccination? Et puis, le prix du vaccin. Le prix du vaccin, c'est toujours un sujet à controverse ou à discussion. Je vous rappelle simplement que 60% des pays à faible revenu bénéficient de la vaccination anti-HPV à prix subventionné, soit un subventionnement Gavi, et le vaccin revient autour de 5 $, soit un subventionnement PAO, et le vaccin est autour de 10 $. En échange, qu'est-ce que demandent ces subventionneurs? Ils demandent simplement que la vaccination anti-HPV soit introduite dans le programme national de vaccination. Par exemple, le Sénégal l'a introduit en 2017, la Libye en 2019 et la Mauritanie en 2022. Alors, quant au coût de la non-vaccination, et là, je vais vous donner juste des chiffres comme ça, globaux, pardonnez-moi mon imprécision. Alors, la prise en charge d'un cancer du col à un stade avancé, globalement, grosso modo, 10 000 $. 10 000 $, c'est à peu près, ou un peu plus, de 1000 doses de vaccin. 1000 doses de vaccin, c'est à peu près 1000, à peu près, allez, plus ou moins 1000 cancers en moins. Alors, pourquoi ne pas y réfléchir? Et puis, il faut atteindre les objectifs de l'OMS en 2030. L'éradication du cancer du col HPV induit. Les deux orateurs précédents en ont parlé. Il faut y arriver, éradiquer le cancer en 2030. Oui, la Finlande, en 2015, s'était engagée à éradiquer le cancer en 15 ans. C'était en 2015. Et aujourd'hui, elle y arrive. La couverture vaccinale dans nos régions est satisfaisante lorsqu'on fait des campagnes nationales de vaccination. Et puis en plus, on a un taux de scolarisation qui est important en Afrique, dans le Maghreb. Alors pourquoi ne pas profiter de ça pour faire de la sensibilisation, pour faire de l'information? Et puis surtout, le dernier point que je développe tout le temps et partout, bien sûr, il faut continuer à faire le plaidoyer pour poursuivre le dépistage du cancer du col. Alors simplement, un mot pour exprimer ma colère. En Mauritanie, la vaccination anti-HPV est incluse dans le programme national de vaccination. Elle est gratuite, elle est subventionnée et distribuée par l'OMS. Les campagnes de vaccination sont initiées par le programme national de vaccination. Donc la volonté politique y est, elle est là, la volonté politique. On n'a aucun reproche à faire à la volonté politique. Mais par contre, la sensibilisation est très mauvaise. L'information, la formation des professionnels est très mauvaise. Et l'adhésion des populations cibles, encore pire. Et alors, tout ceci conduit donc à ce cri que je veux pousser. Des dizaines de milliers
des dizaines de milliers de doses vaccinales sont en train de périmer dans les centres de santé parce qu'on ne vaccine pas. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Raymond. Étienne? Oui, merci beaucoup. C'était un plaidoyer passionnant. Donc, pour résumer, Oui, je vais remercier les trois orateurs puisqu'ils se complètent. Ils ont mis le point sur le mal. Euh, pour rebondir sur ce que vient de dire mon ami euh, Raymond, c'est vrai que la vaccination, ça peine à démarrer et la vaccination ne doit pas se substituer au dépistage. Donc, il faut qu'il soit en parallèle. Donc, il y a des questions. Je commence par la question de mon ami que je salue, Lamori Keïta. Y a-t-il une stratégie nationale de dépistage du cancer du col de l'utérus en Tunisie? Je peux répondre en tant que président de la FEFOG, ancien président de la STGO. Lamori, tu sais bien qu'en Tunisie, on est un pays à faible revenu. Donc, le dépistage de masse sur un programme organisé, non, il n'est pas là. Et même si on fait un dépistage individuel, malheureusement, on a des pertes de plus de 50% de produits qui ont été faits et prélevés pour l'analyse, et on a moins de 18% de résultats. C'est malheureux. La deuxième question, de Namori aussi, y a-t-il un test de dépistage à privilégier parmi les tests recommandés par l'OMS? Test visuel, une cytologie ou le test HPV? Est-ce que le docteur A, lui, peut répondre? Oui, donc comme j'ai expliqué dans l'exposé, de 25 à 29 ans, on va privilégier tout ce qui est cytologie. Et à partir de 30 ans, ça sera le test HPV. Après, la question suivante, parmi les traitements des lésions précancéreuses, quelle place y a-t-il aux techniques de thermoablation? C'est pour les lésions de bas grade, on Oui. peut utiliser cette technique. D'accord. Je vous cède la parole. Voilà. Merci. Céline, est-ce que tu as un mot à dire? Ben, moi, je veux vous féliciter. Vraiment, là, c'est un très, très beau webinaire. Franchement, c'est complet. Vous êtes très avancé. Parce que je fais des webinaires à chaque mois avec l'Afrique, la Corne de l'Ouest, les pays francophones de l'Ouest, et c'est tout à fait différent. Ils utilisent beaucoup les sages-femmes ou les infirmières pour faire le see and treat. Donc, ils font peu de colposcopie. Ils pratiquent peu la colposcopie. Moi, je suis vraiment une colposcopiste, donc j'aime regarder le col avec le microscope. J'aime voir les détails histologiques quand on voit à travers le microscope. Mais d'un autre côté, vous avez dit que vous aviez peu de pathologistes. Vos analyses sont peu faites. Donc, dans les faits, est-ce que vous êtes assez de colposcopistes? Avez-vous assez de matériel pour faire comme au Canada, là, c'est les colposcopistes qui voient les patientes avec des anomalies du VPH ou des cytologies? C'est une question. Pour ce qui concerne la Tunisie, on n'a pas, malheureusement, c'est un problème de formation de cytologistes. On a arrêté de former les techniciens de cytologie, donc, et les anatomopathologistes ont peu de temps pour s'occuper de résultats de cytologie. Je parle du côté de la médecine en public. En privé, on fait le dépistage tout venant. Toute patiente qui se présente, qui répond aux critères de dépistage, on le fait. Et on n'a pas ce problème de cytologiste. Donc, par contre, la colposcopie, c'est chacun fait de son côté ce qu'il peut faire. On n'a pas de diplôme universitaire. On va essayer de le faire en collaboration avec les facultés françaises et pourquoi pas avec une université canadienne, une téléformation, et pour la pratique, on verra par la suite. Et on fait ce qu'on peut. Les moyens sont un petit peu limités. Vraiment, je ne sais pas ce qu'il en est de ton côté, ou bien si Fadila, je vois Fadila Manser
qui est connecté, ainsi Oui, que j'ai deux mon ami questions. Berranoun, ils peuvent intervenir. J'ai deux questions qui me sont adressées. Peut-on retenir qu'une seule dose est suffisante? La réponse est oui, et résolument oui. C'est l'OMS qui le dit. Oui, l'OMS qui le recommande. Une dose ou deux doses. On laisse encore le choix parce qu'on tâtonne. Hein, c'est des recommandations de 2022. C'est encore du tâtonnement. De même que la question de dire, c'est Amin Sami Ben Sassi qui pose la question, et pourquoi s'arrêter à 45 ans? Ben, on pourrait le faire jusqu'à 94 ans, pourquoi pas? Mais bon, 45 ans, parce que 45 ans, c'est l'âge de la ménopause, parce que c'est un âge, comme on avait fixé l'âge de 19 ans et de 21 ans. Bon, mais il y a un âge où on s'arrête, et 45 ans, peut-être qu'un jour on dira qu'on ne s'arrête plus ou qu'on s'arrêtera avant. Bon, ça peut être remis en question. Mais il n'y a vraiment aucun intérêt. Mais par contre, sur une seule dose, c'est une évidence et c'est une recommandation de l'OMS. Et je vous rappelle ce que j'ai dit, je l'ai peut-être dit dans la fougue et dans la passion, et c'est peut-être passé inaperçu, mais l'Angleterre, l'Écosse, la Finlande, le Canada, non pas le Canada, l'Australie, Le Québec. d'ores et déjà, et le Canada aussi. Le Québec. Le Québec est à Le Québec une aussi. dose jusqu'à 20 ans, oui, une dose. Oui, ont d'ores et déjà adopté Oui. la vaccination à une dose. Donc, je ne vois pas pourquoi nous, on s'en priverait. Et puis, c'est quoi l'intérêt? Alors là, c'est Abouda, c'est mon ami Hassine, que j'aime beaucoup, au-delà de tout. Je lui exprime ça devant vous. C'est quoi l'intérêt de vacciner les femmes de 45 ans qui ont déjà été contaminées par le HPV? C'est quoi l'intérêt de vacciner les femmes de 21 ans ou des garçons? Pourquoi on parle toujours des femmes? Des garçons de 21 ans qui ont déjà été contaminés? Eh bien, moi, j'ai une réponse qui est très simple. La vaccination étant une vaccination sûre, efficace et anodine et tout à fait banale, eh bien, il n'y a aucun risque à vacciner. Donc, on vaccine et s'il n'a pas été contaminé, eh bien, c'est tant mieux. S'il a été contaminé, il ne risque pas grand-chose. Je veux répondre à mon ami Semi Bensessi qui nous suit du Qatar, de Doha. Salut Sami. Donc, pour répondre, en Tunisie, Raymond, tu as parlé de la Tunisie. La Tunisie, on a commencé à introduire le vaccin, mais avec la survenue de la Covid, de la coqueluche, de l'hépatite A, on a retardé cette implémentation de la vaccination anti-HPV. Et on est en plein dedans, et ça coïncide bien, ça a été annoncé que la vaccination anti-VPH démarrera juste après le mois de Ramadan, au mois d'avril. Et je confirme que en Tunisie, ça sera fait en milieu scolaire. Parce que on a vu l'expérience du Maroc, ils ont commencé par le communautaire et ça a échoué. On va programmer en Tunisie la vaccination des filles scolarisées en 16e année primaire, ce qui correspond à l'âge de 12 ans. On va commencer par vacciner les filles. Par la suite, on vaccinera les garçons. Ça, c'est la politique que le pays a pris. Une petite parenthèse, on a introduit le vaccin bivalent, le Cervarix, en 2008. On était en avance à certains pays, mais malheureusement, le laboratoire qui a introduit le produit, le vaccin, a travaillé avec les pédiatres. Donc, il a communiqué à un pédiatre à convaincre la mère à vacciner une fille avec une connotation sexuelle pour le VPH qui va protéger contre le VPH qui est transmis sexuellement. Ça a été l'échec total. Donc, mon mot à dire, c'est vacciner les filles pour les protéger à l'âge adulte d'un cancer qui tue des femmes jeunes. C'est le mot à dire pour convaincre les gens à se faire vacciner. Et vacciner les garçons pour éviter la contamination et la propagation. Vacciner les filles et les garçons. Et pardon, à propos des pédiatres, on est toujours enclin dans nos pays en voie de développement, pour ne pas dire sous-développé, on est toujours enclin à dire
oui, il faut associer les pédiatres, mais associer les pédiatres, pourquoi faire? Les enfants ne sont plus des pédiatres, les jeunes auxquels on s'adresse ne sont plus pédiatriques, ils sont de jeunes gens et c'est leurs parents qui s'adressent aux gynécologues puisque les parents pensent qu'il s'agit de maladies gynécologiques et non pas pédiatriques. Donc, de grâce, ne confiez pas aux pédiatres le soin de faire le travail que nous devons faire. Moi, j'attire l'attention de mon ami Béchir. Il faudra transmettre ça au président de la STGO. C'est le message de je voulais dire quelque chose, s'il vous plaît, par rapport aux pédiatres. Oui, bien sûr. Allez-y. Nous, à Abidjan, déjà, il faut dire que la vaccination est introduite dans le programme élargi de vaccination chez les jeunes filles de 9 ans. D'accord. Et nous sommes pour que les pédiatres interviennent aussi. Parce que pour le moment, les gynécologues, il y a des accouchements qui ne se font pas à partir d'un gynécologue. Donc, tout le monde doit intervenir. Le médecin généraliste voit la femme enceinte. Donc, tous ceux-là peuvent intervenir. Il ne faut pas que ce soit l'affaire des gynécologues seuls. Nous, chez nous, on introduit les pédiatres. À tout niveau, on peut rattraper. Il faut que l'information soit bien donnée, c'est tout. Merci Guy, et si tu ne l'avais pas dit, je ne l'aurais pas su. Merci beaucoup. Bien entendu que tout le monde doit intervenir, bien entendu, mais seulement c'est l'affaire des gynécologues. Mais bien entendu que tout le monde intervient, même le gardien de... Quelquefois, les gynécologues ne font pas tout le travail. Mais non. Oui, bien sûr. Oui, Privat, il faut bien sûr que tout le monde, les médecins généralistes de première ligne et les sages-femmes, la médecine scolaire, tout le monde doit mettre la main dans la pâte. Étienne? Donc, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, je remercie les trois orateurs. Je remercie Céline qui nous a fait l'honneur de co-modérer avec nous. J'espère qu'on ne vous a pas retenu pour votre travail. Non. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci. À la prochaine. À la prochaine, on aura d'autres occasions. Merci à tout le monde. On a appris aussi. Très bien. Étienne, tu veux conclure? Oui, ben écoutez, je crois que ça a été une très bonne réunion. N'étant pas gynécologue, j'ai suivi ça de très près, bien sûr, mais j'étais très intéressé en particulier par le plaidoyer de Raymond sur la vaccination et les résistances à la vaccination. C'est curieux. Dans tous les pays, c'est la même chose. À peu de choses C'est la près, même chose. pas de problème. C'est quand même étonnant. Alors, Béchir, peux-tu nous donner la date de la prochaine réunion? Est-ce que tu la connais? Puisque c'est le mois de Ramadan au mois de mars et la plupart des pays musulmans ne vont pas assister à une heure pareille, c'est presque la fin de la journée et c'est la rupture de jeûne. Donc on s'est mis d'accord pour faire deux webinaires, l'un au début avril et le deuxième en fin avril. Je t'envoie ce soir les dates. Ok, parfait. Non, c'était surtout pour savoir s'il y en avait en mars, mais à cause du Non, Ramadan, en il y en a. mars, vu le Ramadan, on va pas le faire, on va le Parfait. reporter. En tout cas, Donc je bravo et remercie tout le monde. merci aux Merci à tout le orateurs monde. et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à Au tous. revoir. Merci à tous. Au Merci. revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup.